7h59 à Choix Radio X, moins 4 degrés à Québec. On reçoit notre chroniqueur automobile, M. Jean-Samuel Gay. Salut, comment ça va? Hey, micro ouvert, attends un peu. Je m'en occupe. C'était bon. Bonjour. T'es en forme? Ça va bien, toi? Ouais, je pensais à toi un matin quand j'ai pris ma voiture. Pas encore mes pneus d'hiver. C'est un matin que je me suis rendu compte à quel point j'étais irresponsable. T'es-tu sérieux? Ça, c'est pas le fun. On va aller voir Steve de chez Pneus 20. Drette demain matin. Parce que toi, t'es pas bien occupé la semaine? Si je suis occupé la semaine, je suis très occupé la semaine, mais le problème, c'est que, écoute, la sécurité des gens autour de moi compte pour beaucoup, plus que ma propre sécurité à moi. Fait que je vais le faire pour les autres au lieu de le faire pour moi demain. Puis en plus, t'as un véhicule que t'as dépensé beaucoup d'argent dedans. Ah non, excuse, non, c'est vrai, c'est toi qui as acheté un char sur le bord du chemin sans vraiment y penser, sans y réfléchir, sans me consulter. T'as pris le premier véhicule sur le bord. Ah, t'as un beau petit pick-up noir, ça fait bien, on va l'acheter. Hey, les gars, je peux me permettre 30 secondes. Je veux juste profiter de ta merveilleuse plug pour remercier Steve de chez Pneus 20 qui m'a installé mes pneus d'hiver. Donc, à cause de Steve puis la magnifique gang de chez Pneus 20, ben, je me suis pas planté un matin en char. Mais je comprends pas, par exemple, Well, parce que toi, t'as installé tes pneus d'hiver déjà parce que t'es quelqu'un de consciencieux. Non. Pas du tout. Je suis dans la même situation qu'Yann, mais là, ça a donné que je pouvais avoir un rendez-vous là, donc... Bon. Je l'ai fait pour ma blonde, hein? C'est la bonne nouvelle. Je suis allé installer ses pneus d'hiver. Je l'ai pas fait pour moi. Je m'en excuse, JS. T'as installé les pneus d'hiver de ta blonde avant les tiens? Ouais. Tu t'es sacrifié. Ouais, j'étais un gars de même, moi. Hey, Jess, on va devancer un peu les choses. On va aller parler avec ton chum Éric Lefrançois de la presse. Oui! On va parler du salon de l'auto de Los Angeles qui vient de terminer. Puis, tu sais, en ce moment, c'est l'hiver, il neige ici, mais à Los Angeles, j'imagine qu'il y avait tout ce qu'on aimait. Des belles voitures et du beau temps. Bon matin, Éric. Bon matin. Comment ça va? Malheureusement, il n'y avait pas de beau temps. Non, la température, ça ressemblait à quoi, Éric? C'est très gris. Ah ouais? Très gris, puis il est pluvieux aussi. Ah ouais? Ouais. Donc, mais il faisait plus chaud, par contre. Et es-tu un peu déçu de ne pas avoir joint l'utile à l'agréable? Ah non, ça dérange pas parce qu'on est à l'intérieur avec il y a 2 journées qui sont consacrées à la presse, qui sont réservées aux médias. Ouais. Et le salon s'ouvre par la suite et puis après ça on revient à la maison. Ça ressemble à quoi le salon de l'auto de Los Angeles? Ben un peu décevant, un peu à la limite. On pourrait presque dire que c'est une continuité. Cette année, c'est une année on pourrait appeler pratiquement de vache maigre au niveau des nouveautés automobiles. Il y a quand même eu quelques dévoilements intéressants. Moi, je dirais simplement qu'il y en aurait eu 2 qui étaient plus marquants que les autres. Il y a eu l'avant-première mondiale de la Toyota RAV4 que tout le monde attendait. Ouais. Donc, la 4e génération qui est apparue. Et il y a eu également le dévoilement en avant-première mondiale toujours de la Porsche Cayman. Donc, ça a été vraiment les 2 faits marquants, si on peut dire, de cette édition du Salon de l'Auto de Los Angeles. Et là, tout le monde a les yeux tournés déjà sur le Salon de Détroit, qui, lui, va s'ouvrir dans à peu près 1 mois. Laquelle des 2 qui t'a le plus marqué? Honnêtement, il n'y en a aucune, mais je pense que pour le public en général, de toute évidence, ce sera le renouvellement de la RAV4 qui va retenir l'attention parce que ce véhicule-là est très important dans le segment des multisegments. En fait, je m'excuse de reprendre le mot segment 2 fois, le multisegment compact, donc les voitures là, qui œuvrent dans ce segment-là, c'est très compétitif. Donc, par conséquent, ça va être vraiment l'élément marquant pour la prochaine année. Qu'est-ce qu'on va avoir comme choix de moteur pour le nouveau RAV4? Mais en fait, on va avoir seulement qu'un choix. Cette fois-ci, on a éliminé le V6 de 3.5 litres. Il faut dire aussi que cette mécanique-là n'était pas non plus la mécanique de choix là, qui était réservée aux consommateurs. C'était une livrée qui était plus ou moins, en fait, qui était très coûteuse. Donc là, maintenant, on se limite strictement à un 4 cylindres de 2.5 litres avec une boîte maintenant à 6 rapports automatiques. Donc, finalement, on revient un peu, on refait, si on peut dire, le retard technologique que Toyota avait de ce côté-là. Mais il faut savoir aussi que le RAV4, ce qui va être intéressant, je pense que ça va être ce qui va découler du RAV4. Parce que la rumeur qui court à l'heure actuelle, c'est qu'il y aura une version Lexus de ce RAV4-là qui sera présentée au cours de la prochaine année. On parle d'une version hybride cette fois-ci et peut-être même équipée d'un moteur V6, sait-on jamais. Concernant l'intérieur du RAV4, parce que moi je trouve que Toyota, là, ces temps-ci, on dirait qu'ils sont restés dans les années 90, dans la période avant-guerre avec leurs intérieurs, on dirait qu'ils se sont dit
Nos véhicules sont tellement ça à coche, on peut garder les vieux intérieurs. Qu'est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il a évolué autant que... Ça a évolué, au même titre que Honda, en fait, là, qui nous a présenté aussi une version rafraîchie, si on peut dire, de la Honda Civic. Donc, on a adopté des matériaux de meilleure qualité. On a moussé un peu certains éléments de l'habitacle. On a amélioré surtout l'insonorisation dans le cas du RAV4, parce qu'on sait que c'était un véhicule dont la cabine était plus assez bruyante. Donc, la qualité des matériaux s'est beaucoup améliorée. Le design, ça demeure, disons, assez... on n'est pas dans les années 80, à l'époque du Star Wars, un peu, avec beaucoup de digital et de boutons éclairés et tout ça. Ça reste relativement sobre. Il faut savoir que la clientèle est habituée quand même à une certaine forme de sobriété à l'intérieur. Mais néanmoins, la qualité des matériaux est nettement meilleure. D'autre part, aussi, on a changé le haillon. Parce qu'on se souviendra que le RAV4, autrefois, c'est un haillon à battant, si on peut dire. C'est un peu comme une porte de grange, donc on ouvrait sur le côté. Maintenant, c'est un haillon traditionnel qui s'ouvre vers le haut. J'ai un semi-croquant en ce moment, Eric. Sérieusement, j'avais hâte d'entendre parler des nouveaux produits Toyota parce qu'à chaque fois que j'embarquais dans un Lexus ou dans des véhicules plus avancés chez Toyota, je voyais toujours qu'il y avait une belle évolution de ce côté-là, mais que les véhicules d'entrée de gamme étaient laissés un peu de côté. Fait que je pense qu'on a des bonnes nouvelles de ce côté-là. Je pense qu'il y a des bonnes nouvelles qui vont s'en venir de ce côté-là. Il faut dire aussi qu'on est dans une période de renouvellement. La dernière année, ça a été vraiment l'année Lexus, on peut dire, chez Toyota. On a renouvelé à peu près l'ensemble de la gamme. Et d'ailleurs, dans le cadre du Salon de l'Auto, mais en fait en marge du Salon de l'Auto, Lexus a également présenté à certains journalistes une version très camouflée de la future IS, qui elle aussi fera son entrée sur le marché au cours de la prochaine année. Mais l'année prochaine, donc l'année 2013, sera vraiment l'année Toyota. Donc on va apparaître d'une part la nouvelle mouture du RAV4, mais aussi on nous promet une nouvelle Corolla, on nous promet également une nouvelle Yaris. Il y a eu une annonce qui a été faite à cet effet-là, à l'effet que Mazda et Toyota allaient coopérer ensemble et que ce sera Mazda dans une usine en Amérique du Nord qui va se charger dès 2015 d'assembler la future Yaris. Éric, tu parlais tout à l'heure que le Salon de l'Auto de Los Angeles mise beaucoup sur le hybride, sur l'écolo. C'est quoi les voitures vertes aussi qu'on peut surveiller pour les prochains mois? Mais en fait, c'était traditionnellement le Salon de l'Auto de Los Angeles a toujours été très axé justement sur l'écologie. D'ailleurs, c'est l'endroit choisi en fait pour faire ce dévoilement-là. Cette année, ça a été plutôt pauvre de ce côté-là. Du côté des voitures électriques, on a vu par exemple apparaître la Chevrolet Evi, donc la Chevrolet Spark. Donc c'est une micro-citadine, si on peut dire, une voiture qui se compare avantageusement à des voitures comme par exemple la Sion IQ ou encore la Smart Fortwo. Donc, il y a une version électrique qui va atteindre justement la commercialisation à compter de l'été prochain. Et d'autre part, il y a eu Fiat aussi qui a présenté une version électrique de sa 500. Mais au-delà de ça, il n'y a pas grand-chose du côté vert, si on peut dire. Quelqu'un qui décide d'avoir une voiture électrique au Québec, Éric, là, est-ce que il y a des difficultés d'approvisionnement? En fait, je pense qu'à l'heure actuelle, en raison justement du nombre assez réduit de postes de ravitaillement, si on peut dire, faut prendre en considération que la station-service se trouve désormais dans votre garage. Donc, si vous n'avez pas une prise d'alimentation, par exemple, au moins sur le 220, ce qui est l'idéal, il faut peut-être y aller de façon assez... aller sur la pointe des pieds avant d'aller acheter une voiture électrique. Est-ce qu'on va se développer de plus en plus au Québec de ce côté-là? Est-ce qu'il y a plusieurs bornes électriques? Ça, de toute évidence, oui. Ouais. On parle beaucoup d'un circuit vert au Québec. Il y a beaucoup d'annonces qui ont été faites à l'effet que certains grands magasins ou encore restaurants, sans vouloir trop les nommer, on pourrait parler par exemple de Renault Dépôt, on peut parler également de Saint-Hubert. On parle aussi des endroits avec AMT, là je parle surtout de la région de Montréal. Lorsque les gens stationnent leur véhicule et sont en mesure de prendre le train, donc d'avoir des bornes de recharge à ces endroits-là. Donc ça va se développer tranquillement, mais c'est sûr et certain que l'offre est en train maintenant de surpasser un peu la demande. Là. Est-ce qu'on réussit à rentrer dans notre argent? Ça peut prendre pas mal de temps. Ouais, ça peut prendre pas mal de temps. Parce que si on regarde au niveau des subventions gouvernementales, celles-ci peuvent atteindre à l'heure actuelle environ 8 000 $.
Donc, si on regarde la voiture la moins coûteuse à l'heure actuelle qui est offerte sur le marché, on parle de la Mitsubishi Imiev, on parle d'une voiture d'à peu près 32 000 $. Si on soustrait grosso modo 8 000, parce que je crois que de mémoire, là, c'est 7 500 que vous avez comme subvention avec une Imiev. Donc, par conséquent, faites le calcul, 32 moins 7 500, ça vous donne à peu près une idée là, du prix que vous allez payer pour ce véhicule-là. Et tout ça au détriment d'un confort certain. Le confort certain, c'est parce qu'il faut regarder aussi que c'est pas des voitures qui vont abattre énormément de kilomètres non plus. Quelqu'un qui travaille pas loin, que sa résidence se trouve à proximité, par exemple, de son lieu de travail, ça peut être une option assez intéressante. Et on le voit d'ailleurs un peu partout au Québec, les gens qui travaillent à 40 kilomètres de leur lieu de travail, mais pour eux, la possibilité justement de partir le matin avec le véhicule et revenir. Et déjà, on le voit beaucoup avec, il y a des gens qui tentent de faire la même chose avec des hybrides rechargeables qui permettent justement une certaine autonomie là, qui peut varier là, de 30, 40, 50 kilomètres. Et en complétant, Éric, peux-tu nous parler de l'écriture de l'auto 2014? Parce que là, ça s'en vient. On est en train de déjà entamer la production du prochain ouvrage. Où est-ce que tu en es à ce niveau-là? Comment ça avance? En fait, à cette période-ci de l'année, c'est vraiment une période de réflexion, si on peut dire, parce qu'on regarde ce qu'on a réalisé pour 2013. On sonde un peu justement les lecteurs, on sonde aussi les gens qui n'ont pas acheté le livre, parce qu'il faut pas oublier non plus qu'on s'adresse au grand public. Donc, il faut par conséquent essayer de trouver, si on peut dire, les tendances ou les choses qui vont intéresser les gens au cours de la prochaine année. Donc, c'est vraiment une grosse période de réflexion et par la suite, ça sera justement de déposer tout ça sur papier, faire le plan et amorcer la production à compter du mois prochain. Entre-temps, Éric, on te suit dans la presse? C'est ça. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Bye-bye. Je sais pas, il était où? J'avais l'impression qu'il était encore à Los Angeles. Il y avait des petits oiseaux en arrière. C'était comme... C'était presque cute, hein? C'était cute. Mais c'est le fun, c'est dimanche. On relaxe, on s'amuse. Puis ce bruit-là était très relaxant. Maintenant, JS, tu me parles de deux voitures. On va commencer par la Malibu 2013, puis on va parler ensuite de la Hyundai Veloster. Exactement. On va y aller rapidement pour la Chevrolet Malibu parce que j'ai pas envie d'enfoncer un clou jusque dans le fond du sol parce que j'ai pas été complètement satisfait de mon essai de la Malibu. Je pense que Chevrolet est en train de tout revigorer leur marque, de tout revigorer dans le fond l'ensemble de leur véhicule. Puis la Malibu, c'est un des véhicules que j'ai eu le plaisir d'essayer justement à San Francisco durant le mois de septembre et même à ce moment-là, j'étais pas particulièrement convaincu. C'est un véhicule qui à l'extérieur a été amélioré. Cependant, les phares arrière qui se séparent en deux, on dirait deux espèces de ronds de chaque côté, ça avait pas mon affaire. Je trouve pas ça particulièrement réussi au niveau esthétique, mais que veux-tu, il y a des gens qui trouvent ça quand même bien sympathique. Niveau intérieur, on a pris quelqu'un de daltonien, on lui a demandé de mélanger les trois pires couleurs ensemble. À ce point-là? La boiserie, c'est une espèce de couleur noyée avec du plastique gris. De la boiserie, hein? Ça dépend comment c'est agencé, ça dépend avec quoi c'est mixé. Tu sais, il y a moyen de mettre ça de façon, il y a moyen que ça puisse bien se marier à l'intérieur. Sauf que là, c'est vraiment mélangé avec du plastique gris puis la couleur turquoise. Ça plaît pas à tout le monde. Imagine ça, boiserie, plastique gris, turquoise, je suis pas convaincu. Cependant, l'interface, le nouveau MyLink de Chevrolet, qui fait une très bonne job, ça c'est très bien conçu. Le système de reconnaissance vocale aussi, on se rappelle tous le film Elvis Gratton 2 avec la limousine, pendant que t'es en train de s'engueuler avec un système de reconnaissance vocale puis que la fameuse porte arrache, il finit sur le toit en train de sauter, pas que le char dans l'oubli. Il finit tout seul finalement, mais ça, la reconnaissance vocale, c'est bien parce que tu sais quand tu veux faire ton frais auprès de tes amis puis tu payes juste un piton, appelez Yannick Marceau, puis là ça sort 26 noms par rapport. Le système de reconnaissance vocale pour Chevrolet est vraiment ça à coche. Aucune erreur à date. C'est sûr que j'ai pas essayé des variantes du genre moi je vais appeler Éric Marceau parce que j'aime ça parler à Éric Marceau. Si j'avais essayé ça avec le système de reconnaissance vocale, selon moi, ça aurait peut-être fonctionné parce que c'est quand même très bien. Système OnStar aussi qui est pas tu sais c'est pas concentré dans la Malibu, c'est plus un produit Chevrolet, mais quand même, ça fait une super bonne job. On appuie sur un piton et on parle à un être humain, ça a beaucoup d'avantages.
On peut demander, mettons, mène-moi Radio X2 ou Choix Radio X ou station de radio, peu importe. Amène-moi en Abitibi, amène-moi ce que tu veux, puis le chemin est envoyé directement au véhicule. Ça, c'est quand même très bien. Appel JS. Annulé. Ah, tu vois, ça marche pas. Ben, tu vois, c'est exactement ce genre de scénario-là qu'on va essayer d'éviter avec un système de reconnaissance vocale. Si t'avais été essaye donc ça, c'était quand même drôle. Si t'avais été dans le Chevrolet Malibu, ça aurait reconnu du premier coup. Fait que ça, c'est le fun. Malibu, ça fonctionne comment? Sérieusement, je me pose certaines questions par rapport à ça, parce que quand tu vas dans certains endroits éloignés, ils ont pas le même langage que nous, là. Non, mais t'as plusieurs langages aussi. T'as français, anglais, puis le reste, là. Ouais, mais tu comprends ce que je veux dire, c'est qu'il y a des différences de langage, là. C'est-à-dire que tu vas en Gaspésie, ils ont un accent, tu vas au Lac-Saint-Jean, ils ont un accent, tu vas en Beauce, ils ont un accent. Ça fonctionne partout de façon exceptionnelle. Il faudrait une application accent, ouais. Ben le pire, c'est que, tu sais, je pense que quand on essaye le système de reconnaissance vocale, on s'invente tout un accent. Ah ouais? Appelez Yannick Marceau. C'est vraiment pas naturel. Mais malgré le fait que ce soit pas naturel, ça le reconnaît à tous les coups. Fait que moi, ça m'arrange. Le but dans tout ça, là, c'est que oui, t'as besoin de te forcer un peu, mais le but, c'est que j'avais pas besoin d'avoir mon cellulaire dans les mains pendant qu'il y a 3 pieds de neige dehors puis qu'il y a une vanne en avant de moi qui est en train de faire une manœuvre, tu sais, en pendant que t'as tes là. pneus d'été. Exactement. Mais c'est combien de Malibu 2013? Entre 25 000 et 35 000 $. C'est dans les prix, c'est correct. Ouais. Le seul problème, c'est que la concurrence offre toute la concurrence offre des produits. C'est quoi les voitures qui entrent en concurrence avec la Malibu? J'irais de façon croissante la Kia Optima, la Toyota Camry, la nouvelle Mazda 6 qui s'en vient sur le marché, la nouvelle Honda Accord dont je vous ai parlé. C'est 2013, ça, la Mazda 6? Oui, exactement. Non, excuse, ça va être 2014, l'arrivée de la nouvelle Mazda 6. Mais tous ces véhicules-là, on dirait, plus de stock à offrir pour le même prix. Malgré tout, si vous voulez une conduite ben smooth avec une suspension assez moelleuse, la Chevrolet Malibu est là pour vous! As-tu aimé la Veloster de Hyundai? J'ai quand même bien aimé la Veloster. J'ai essayé d'ailleurs le modèle turbo avec un 1.6 litres de 201 chevaux. Mm-hmm. J'aurais trouvé ça intéressant de peut-être voir le 2 litres turbo là-dedans qu'on peut retrouver dans les Hyundai Sonata turbo. Ça aurait peut-être été assez sacoche. Trouves-tu que le modèle est beau? Je le trouve particulier, je le trouve intéressant. Ouais. Oui, je le trouve beau, mais ça dépend de l'angle dans lequel je le regarde parce qu'il y a des saprés drôles de forme là-dessus. J'ai connu des filles de même aussi. Elle était très gentille. C'est devenu mes amis. Non, l'oublie. Plaisir au volant, 1 sur 10? Plaisir au volant, non, c'est ça qui vient sauver la mise sur le véhicule parce que le plaisir au volant est quand même là. La conduite, la tenue de route, c'est excellent pour ça. C'est au niveau du moteur puis de la boîte de vitesse manuelle. J'aurais peut-être aimé ça avoir plus de puissance, vraiment avoir une grosse différence entre le Veloster qui est pas turbo, qui d'ailleurs est toujours à bout de souffle, qui manque toujours d'énergie. Je pensais tomber dans le Veloster turbo avec une machine de guerre, ce qui était pas nécessairement le cas, mais malgré tout, véhicule très ludique, plaisant à conduire, mais c'est au niveau de la boîte de vitesse manuelle qu'il y a vraiment une grosse lacune. Ça a besoin d'avoir plus de fluidité à ce moment-là. Un peu comme quand tu descends une côte en crazy carpet, puis tu pognes un bout de terre, tu sais, t'es comme On s'en souvient tout de ce bout d'asphalte-là, hein, qu'on pognait. Oui. Un côte. C'est pas le fun pas en tout, tu le sens passer, on dirait que toute ta chute s'arrête, ben c'est la même chose pour la boîte de vitesse. Faudrait que toute la côte soit verglacée, puis t'aies mis un peu de comment t'appelles ça, du K-Wax? KY en dessous de ton Crazy Carpet, juste pour être sûr que ça y aille comme du monde. Malgré tout, véhicule quand même très intéressant. Sérieusement, au niveau de la consommation, Hyundai est toujours fort? Oui, absolument. Consommation, fiabilité aussi, il y a une nette amélioration à ce niveau-là. Puis l'interface, la console centrale, toutes les configurations, les commandes, tout ça, c'est du génie. J'adore comment Hyundai sont capables de faire d'un véhicule quelque chose de tellement ergonomique, tellement plaisant. Puis Hyundai, c'est plus ce que c'était non plus, là. C'est vraiment une coche au-dessus, là. Comme disait le vieillard des Simpsons, Hyundai sont pense qu'il y a déjà été, sont très améliorés. C'est vraiment, sérieusement, Hyundai, je suis très fier de vous. Autant pour Hyundai que pour Kia. On parle du moteur de base qui souffre d'anémie. Absolument, toujours à bout de souffle.
C'est le même 1.6 litres, mais de 138 chevaux. Le même moteur qu'on retrouve dans la Hyundai Accent et dans la Kia Rio. Effectivement, il est très anémique. Cependant, j'ai pas vu une énorme transition entre le moteur qui est pas turbo et le moteur turbo. Je trouvais pas que c'est comme un bond impressionnant qu'il y avait entre les deux. Puis malheureusement, c'est ça que je trouvais plate un peu. Au moins le Veloster de base, tu sais, il y a pas des carences trop sportives. Fait qu'on a comme un petit peu moins d'attente envers lui. Puis c'est pour ça que quand je suis arrivé dans la version turbo, je me suis dit, tu sais, ça autant comme... Puis je vais prendre ça comme exemple, de la Golf à la Golf GTI, avec le 2 litres turbo, il y a un bond qui est vraiment impressionnant, qui est vraiment le fun. On parle vraiment pas du même véhicule. Pour ce qui est du Veloster turbo, on a besoin encore d'un petit peu de paillettes, probablement, un petit peu d'étincelles pour que ça fasse ça. Ça se détaille à combien, puis c'est comparable à quel autre véhicule? Ça se détaille aux alentours de 27 500 $. C'est sûr qu'il y a moyen d'ajouter des options. Ça se compare au Honda CRZ qui a connu 190 ventes au Québec l'année dernière. La Mini Cooper qui est 190 ventes? Ouais, pour la Honda CRZ de l'année dernière. C'est que c'est passé. Ben, je pense que Honda a de la misère à fournir suffisamment de CRZ pour la demande. Ça, c'est comme quand tu passes toute l'année à annoncer que tu vas avoir des hamburgers double boulette avec du bacon puis du fromage dedans, puis que quand arrive le temps, ben, t'en as pas assez pour en donner à tout le monde. Mini Cooper, qui est selon moi, dans cette catégorie-là, un des véhicules les plus intéressants. Je sais que toi, Yann, t'as des problèmes d'identité sexuelle, fait que peut-être que tu vas avoir de la misère un peu à te promener là-dedans sans te sentir abaissé. La Mini Cooper, qui est un des véhicules les plus sacoche en termes de conduite. Là, on parle vraiment de toutes les petites lacunes au niveau de la conduite sur le Hyundai Veloster Turbo, qui sont vraiment tout simplement parfaites sur la Mini Cooper. Un total de 1258 ventes pour la Mini. On parle aussi de la Scion TC, la Golf GTI et la Mazda Speed 3. Mais sérieusement, la lutte est très serrée. Faudrait faire un match comparatif. Faudrait que des gens me payent un salaire de fou pour que j'aille me promener dans la neige avec toutes ces voitures-là, puis vous rapportant les faits. Mais je peux tout de suite vous dire que mon numéro 1, selon moi, serait la Mini Cooper qui a conservé mon cœur. Qui a conservé ton cœur? Elle a conservé mon cœur. Bon. Je suis tombé amoureux de cette voiture-là. Puis d'ailleurs, on s'en rappellera l'été passé. C'est le véhicule que j'ai essayé puis avec lequel je me suis fait rentrer dedans dans Saint-Sauveur. Tu sais, là-bas, il y a beaucoup d'intersections avec des stops, pas de stop. La personne n'a pas fait son stop. Puis elle a brisé mon cœur. Hey, JS, pour les gens qui ont des commentaires à te faire ou encore des gens qui ont des questions à te poser, comment on fait pour te joindre? Ben, n'hésitez pas à me contacter par courriel jsg@radiox2.com. Je suis en train de faire le ménage dans mes courriels. J'ai vu qu'une couple de personnes m'avaient écrit puis que c'était transféré dans les courriers indésirables. Ben, peu importe. Sinon, vous pouvez nous écrire aussi à live@radiox.com. On va répondre à vos questions la semaine prochaine. Sinon, n'hésitez pas à me contacter par téléphone 418-999-6949 418-999-6949. N'hésitez pas à m'appeler la nuit à 3h du matin à me demander ce que je porte. C'est tout le temps bien apprécié. Vous pouvez aussi me parler de voiture en plein jour. C'est correct aussi. JS, merci. C'est à toi. Bye bye. Le show du matin. Week-end. Radio X. Si peu de contenu dans un si gros contenant. J'ai pas de